Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau 5 Stars. On va encore retourner dans la secte de Baylor, comme dirait notre ami Hugues qui est avec nous ce soir. Je suis toujours accompagné aussi de Manu. On va parler de l'autre prospect, grand prospect de Baylor, en la personne de Jacoby Walter. Alors Jacoby, déjà on aime bien parce qu'il y a une particule, il y a deux prénoms de All-Star. Donc forcément c'est un joueur qui va nous intéresser. Blague à part, messieurs, comment allez-vous? Baylor Basketball. Donc Hugues va bien, ça veut dire. Manu, comment ça va? Ça va parfait. Hélas, chers auditeurs, nous allons aller avec Hugues qui va encore nous faire sa spéciale. Hugues, on t'écoute. Bon les gars, encore Baylor, donc je ne vous parlerai pas ce soir de Jonathan Tchamwa, tu vois, parce que j'en ai déjà parlé, je ne vous dirai pas que je suis profondément détruit parce que son genou est en vrac, mais ça va aller, parce que je suis en compagnie de mecs incroyables. Jacoby Walter. En vrai, je me demande si on fait vraiment en 94 pieds, parce que j'ai qu'une question pour nos auditeurs, moi, ce soir, c'est, tu l'as dit, Ja et Kobe dans le prénom, est-ce que ce sera une superstar NBA ou est-ce qu'il finira en prison? Les deux ont frôlé des extrêmes. Moi, voilà, c'est la seule chose qu'il faut décider à la maison. Si vous pensez que c'est une superstar NBA, prenez le premier choix. Si vous pensez qu'il finit en prison, ne le draftez pas. À côté de ça, notre ami Jacoby Walter, c'est un joueur de 2004, 19 ans, qui a grandi dans le Texas. Donc, il est resté dans le Texas. Quand il sort de high school, il était à Link Academy, donc une grosse prep school. C'est un prospect 5 étoiles annoncé dans les top 10, courtisé par Alabama, courtisé par Florida, courtisé par à peu près tous les programmes de A-Major, et il choisit d'aller du côté de Baylor pour Scott Drew dans la Big 12. Pourquoi Baylor? Bah déjà parce que lui, quand vous regardez ce qu'il aime dans la vie, bah, il y a juste Rezus, donc ça aide. Et puis Baylor a su montrer les dernières années qu'il pouvait maintenant envoyer des joueurs NBA, même des freshmen. On pense à Keyonte George, on pense à Jérémy Soran. Donc voilà, il est à la maison avec mes petits ours, et il a été élu plusieurs fois freshman of the week and of the month de la conférence. Manu, parle-nous un petit peu de à quoi il ressemble ce garçon sur un terrain de basket, quel est son poste, qu'est-ce qui pèse en stats? Alors, c'est un monsieur qui est moyennement grand pour le basket, taille d'arrière classique, 1,93, ouais, 6'5", c'est ça, 1,93, qui a des très, 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 très longs bras. Son envergure est plus que positive. J'ai pas l'envergure sous les yeux, si Hugues, tu l'as dans tes notes. Là, je check ça en même temps, vas-y, tu peux enchaîner, je te dis quand je trouve. Mais autrement, c'est un arrière classique qui aime beaucoup tirer, qui aime beaucoup slasher un petit peu, même si on va y revenir, c'est un peu moins ça. Et c'est surtout, moi, ce que j'apprécie aussi sur lui, outre son jeu, c'est que c'est un joueur qui n'a pas besoin de la balle pour exister et avoir un impact, que ce Hmm. soit en attaque ou en défense. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est pas un bouffeur de ballon. Donc ça, c'est appréciable. C'est un vrai joueur de rôle, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'il peut faire plus que ça. Comme ça, on va y revenir sur les. Là, sur l'année, ça commence. Il entre dans le dur. Alors, mon Manu, Donc, voilà. j'ai trouvé deux chiffres pour l'envergure. Une qui me semble à peu près honnête à 6 pieds 10, donc 2 mètres 08, et une qui est annoncée à 7 pieds 7, donc il aurait des bras de 2 mètres 40. On va dire que c'est 6 pieds 10, hein. On attendra le combine. Hugues, parle-nous un petit peu du contexte de Baylor. On l'a évoqué parce qu'on vient de parler de l'autre prospect qui est IBC, donc vous pouvez aller l'écouter si ce n'est déjà fait. Comment ça joue un petit peu Baylor cette année et quel est son rôle à notre ami Jacoby? Eh ben, Baylor, depuis plusieurs années, c'est un basket qui, euh, qui a trois arrières. Donc, on a deux mecs expérimentés cette année qui sont des transferts qui n'étaient pas là l'an dernier. RJ de Nice, Raymond de Nice, comme Manu me l'a appris à la pause,
et qui vient de Toledo, et Nunn qui vient de VCU en scoreur. Caleb Love en sortie de banc, maintenant même qui est devenu titulaire, qui lui était un gros prospect 5 étoiles pour compléter ce trio de guards. Jacoby joue sur le poste d'ailier, il est quasiment maintenant dans un rôle que d'ailier shooter. Il fait un peu ce que Jordan Hawkins, pour les gens qui ont suivi la draft l'an dernier, faisait du côté de Yukon. Donc on court dans tous les écrans et puis on va shooter un très haut volume, plus de 5 tirs à 3 points par match. Et en complément, il joue avec un poste 4, Jalen Bridges, qui est un profil de 3&D de 2m05 qui shoot à gros volume. Et à l'intérieur, Yves Missy, le pivot camerounais dont on a parlé juste avant, Josh Janouna, autre pivot camerounais, gros babar, et puis Caleb Lohner, l'ancien de BYU, et Moachachua. Donc voilà, une équipe très compétitive, expérimentée, qui joue la March Madness, et offensivement, pour notre ami Jacoby, je cours, je touche très peu de ballons, mais je suis le plus gros volume de tir de l'équipe, avec plus de 3 points tentés par match. Alors Manu l'a dit un petit peu, c'est un garçon qui est un petit peu en délicatesse offensive, on va dire, en ce moment. Pour autant, quel est son ticket d'entrée en NBA à l'heure actuelle? Ou peut-être, non, peut-être pas à l'heure actuelle justement, mais d'un point de vue plus général, qu'est-ce qui fait que les scouts s'intéressent à ce garçon qui est quand même régulièrement annoncé top 10? Bah, moi, je vais être un peu grossier. Je vais dire son profil 3&D. Tout con, hein. Et c'est vraiment ça. Après, si je dois choisir, je dirais ce qui, moi, me le rend le plus intriguant. Comme ça, je vais laisser Hugues parler de l'autre partie. C'est son tir. Pour moi, c'est vraiment ça. Est-ce que tu veux que j'argumente tout de suite ou je laisse Ah la bah oui, parole à oui, mon... je sens que tu es chaud. On va pas casser la mécanique tout de suite. Non, non, mais on voit bien sa saison, elle est coupée en deux. Il y a un début de saison tonitruant où on voit un mec qui est capable de scorer sur les deux niveaux, à l'intérieur et à 3 points, mais aussi qui est capable de scorer catch and shoot, arrêter en mouvement, en sortie d'écran. Il y a des bons flashs à la création d'espace pour un tir un peu plus à l'aise, ouvert, dirons-nous. Et depuis, genre un mois, 2 mois, on va être gentil, on va dire un mois, où son rôle a plus ou moins changé et en fait il est beaucoup plus dans le tir catch and shoot lambda à 3 points, dans le corner. Il fait un peu son système, des fois il coupe et sortie d'écran et bam. Mais ça s'arrête là. Et moi j'ai envie de voir si son début de saison c'était finalement pas un feu de paille et vraiment voir s'il est capable de progresser et de montrer ce qu'il est vraiment capable de faire, ce gars-là. Parce que moi, je l'attends vraiment là-dessus, notamment sur sa création de tir. Moi, je veux revoir ce mec qui est capable de lâcher un step back et de mettre 3 mètres à son adversaire. C'est vraiment ça que j'attends. Quelqu'un qui va être capable s'il est gardé, de créer cet espace et justement, comme le shooter, le défenseur va venir parce qu'il sait qu'il va tirer, aller au cercle. C'est vraiment ça que j'attends dans le futur et j'espère qu'il va trouver le truc. Peut-être on le verra que l'année prochaine. Hein. Du coup, mais c'est vraiment ça, cette création de tir, cette diversité-là, parce que là, il est quasiment que à 35% à 3 points, quasiment que du catch and shoot, 90% d'assist sur ces tirs. Donc pour moi, c'est pour un joueur comme ça qui était attendu si haut qu'il est encore, j'attends beaucoup plus qu'un simple catch and shooter. Ce qui va lui donner des billes pour développer ça, je suis d'accord avec Manu sur la création de son propre espace, c'est que là où il est élite, et ce qui a été très vite remarqué, c'est la vitesse du tir. C'est un tir qui part... la mécanique, elle est hyper compacte, la balle, elle arrive, elle repart quasiment aussitôt, ça part très très vite, il réaxe très bien son corps, et c'est un spécialiste pour faire tomber le 3+1. C'est que t'as beau savoir qu'il va tirer, et t'es quand même en retard, tu le touches, et il met un 3 points avec la faute. Donc la projection de shooter de sortie de mouvement, elle est assez safe en termes de plafond pour attendre plus derrière et garder et développer son potentiel comme Manu l'a expliqué. Du coup, ce serait quoi pour toi, Hugues, son ticket d'entrée? La même chose, tu restes sur le tir ou t'as autre chose? En première, ouais, j'aurais eu le tir pour la vitesse, mais
on va aller comme sur la défense et Merci. j'ai des vraies interrogations parce que le corps est là. On voit qu'il est bien dessiné, on voit une vraie belle mobilité offensivement à tourner, à sortir latéralement, une très belle vitesse. Donc, tu attends la même chose défensivement. Il encaisse plutôt bien le contact quand il prend le choc. Et puis, les bras sont longs, les mains sont très agressives. On voit un joueur qui pourrait défendre au moins 3 postes, les 1, les 2, voir si la taille est assez bonne, les ailiers de petite taille. Donc ça, c'est hyper excitant. Pour le moment, néanmoins, on voit un joueur qui se fait énormément passer, que ce soit sur les pick and roll, porteur de balle, sur le point of attack, hein, comme nous dirait Alan, où il se fait prendre dans l'écran, il reste bloqué et puis il a du mal à venir récupérer, ou bien sur les systèmes loin du ballon, pareil, où tu as les floppies, les pin down, etc., où il se fait bloquer, il a du mal à reprendre. Et j'arrive pas à expliquer, on en avait discuté avec Manu dans le live Twitch qu'on avait fait et Mathias, cet écart-là entre la vitesse qu'il montre offensivement à jaillir et à sortir et à tourner, et défensivement où c'est moins en place. Du coup, Manu, tu l'as dit, c'est un garçon qui est étiqueté shooter et qui, là, depuis quelques semaines déjà, a beaucoup de mal à faire, à mettre le ballon dans le panier. Comment ça s'explique? Hormis un espèce de changement de rôle que tu as assez bien expliqué d'ailleurs. C'est les C'est tirs sont. vrai, c'est bon. Non, enfin, moi je trouve pas que ce soit différent. Après, Hugues voit Baylor beaucoup plus que moi, donc il pourra peut-être en parler un peu mieux. Mais non. Mais c'est juste ouais, le rôle qu'a changé. Alors est-ce que c'est parce que des joueurs ont évolué? Au hasard, Yves Missy a pris une importance un peu plus telle dans le jeu de par ses qualités à lui que finalement ça a un impact sur Jacoby qui a beaucoup moins la balle parce que les porteurs de balles sont un peu plus impactés justement par ça, par le fait que il puisse driver un peu plus facilement, ce genre de choses. Ou pas un Miles Bridges, comment il s'appelle? Jalen. Monsieur Bridges, Jalen Bridges, qui lui aussi a un impact qui grandit selon les matchs. C'est vraiment ça. Là, on retrouve vraiment un simple catch and shooter en attaque. C'est vrai que Ce qui est assez dommageable parce que on sait qu'il est capable d'autre chose, en fait. Et en plus, là, il catch and shoot, il catch and shoot mal. Ça rentre pas, en fait. Ouais. Juste avant le podcast, on en parlait. Je vais faire juste ces derniers matchs à 3 points. 1 sur 5, 1 sur 6, 1 sur 2, 2 sur 9, 3 sur 7, 0 sur 5, 1 sur 6. Effectivement, dit comme ça pique un peu. Son dernier vrai bon match, c'est le 3 janvier. Il fait 4 sur 9. Mais c'est contre Cornell, une équipe d'Ivy League, la meilleure conférence de tout le pays. Non, mais moi, je rigole pas. La Nord League, elle est juste incroyable. Et alors qu'au début de saison, il fait du 4 sur 7, 4 sur 6, 4 sur 8, 2 sur 4, 4 sur 7. Bon, il y a des trous d'air, 0 sur 5, 0 sur 3. Mais il y avait autre chose qui mettait dedans. Et depuis quelques semaines, il y a plus. je pense qu'il y a Il a éteint la lumière, je sais pas, il va trop à l'église peut-être. Il y a plusieurs pistes de réflexion là-dessus. Tu l'as dit, importance de Yves Missy, et donc qui gagne en termes de rôle, et donc ça implique plus de pick and roll porteur de balle. Tu vas être moins sur des systèmes de démarquage loin du ballon parce que tu as un mec qui offre des lay-ups à tout le monde, notamment pour RJ Denis, Caleb Love, etc. Deuxième chose, on est dans les matchs de conférence. Donc au début de l'année, il tape des équipes comme Kansas State, donc nos amis les kangourous de Kansas State, et c'est moins pardon, Kansas City, excusez-moi, c'est moins fort justement que Kansas State ou TCU ou autre. Et Tu crois vraiment qu'il est si scouté que ça? ouais, je pense par rapport, c'est quand même le premier volume de tir de l'équipe. C'est-à-dire que quand tu vas défendre Baylor, le premier mec à arrêter pour les équipes, c'est Jacoby. Je veux bien, mais en fait là, les shoots il les a, juste qu'il rentre pas.
Ouais, mais il y a moins de tirs au mouvement. Et puis je pense qu'en termes de rôle, tu le disais en début de saison, contre ces équipes-là, le premier match qu'il fait contre Auburn, c'est qu'il nous apporte 10 lancers francs. C'est qu'il y avait un peu plus de slashing. Là, on a un joueur qui a seulement 17% de ses tirs sont pris près du panier alors qu'il est efficace. 17%, c'est un vrai red flag quand même. Pour un joueur avec ses capacités athlétiques à côté, Bénédicte Mathurin, il est agressif. Et vous savez le peu d'amour que j'avais pour Bénédicte Mathurin. 17%? T'as vu ça Ouais, où, toi? sur les stats avancés sur Hoopmat, seulement 17% de ses tirs sont pris près du panier contre J'ai compris 53%. 17% de réussite, j'ai pas compris. Ah non, non, il a 67% de réussite. Oui, c'est pour ça. Et ce qui est fou, c'est qu'il en prend donc aussi peu de lay-up, mais il a un free throw rate à 42%. Alors les gens qui aiment pas les maths, je suis désolé, hein, mais ça veut dire qu'on a un joueur qui génère quasiment un lancer franc par tir tenté, alors que c'est pas des lay-up. Donc on a une vraie capacité du garçon à faire tomber les fautes. Et ça, à Baylor, depuis qu'on est rentré dans les matchs de conférence, on le voit plus du tout faire. Il est vraiment en périphérie, il pose plus du tout le ballon, il attaque plus du tout le panier, et du coup il perd de rythme. Et il y a des joueurs comme ça, ben, si tu les cantonnes à un rôle, ben, ils sont pas motivés, ils perdent en efficacité, et c'est une mauvaise spirale. Je pense que le jeu qu'on lui impose pour gagner le titre final, parce que Baylor ils s'en foutent de développer Jacoby Walter, c'est du bonus, mais eux ce qu'ils veulent c'est le titre NCAA. Et donc on dit tu vas faire que shooter. Des mecs comme Jordan Hawkins le font très bien, mais je pense que lui ça manque d'alternance, et ça tape sa cote. Je pense qu'il y a des équipes qui vont vraiment se décider pendant pas les combines, mais les workouts individuels, de voir ce qu'il a vraiment dans le ventre, et on attend, comme Manu, beaucoup plus de création balle en main. Justement, c'est exactement là où je voulais aller. Qu'est-ce qu'on pense de sa capacité à créer, que ce soit pour lui ou pour les autres? Parce que ça, pour un joueur de sa taille, c'est quand même super important. C'est pas un physique qui est énorme, 1m95, 16 à peu près. Est-ce que au niveau supérieur, il sera capable de faire autre chose justement que d'attraper, tirer finalement? Parce que moi, c'est une vraie question que j'ai quand je le vois jouer, surtout actuellement. Moi, j'espère. Parce que Alors, s'il le qu'est-ce qui fait te fait pas, espérer? Moi, c'est ça qui m'intéresse. comment? Qu'est-ce qui te fait espérer? Est-ce que le Ah handle... non, j'espère qu'il va y arriver. Ah, ok. J'ai pas de clé, mais pour moi, c'est vraiment le next step pour lui. C'est est-ce qu'il est capable de porter la balle à minima et d'initier quelque chose. Je ne demande pas d'être Chris Paul, hein, Non, bien on sûr. s'entend là-dessus. Mais qu'à minima, il puisse remonter le ballon, initier du pic et voilà, enfin initier une attaque en fait. Parce que tu l'as rappelé, pour un joueur de sa taille, aujourd'hui en NBA, c'est primordial. Et encore, pour un joueur de sa taille, il est petit. Pour Hmm, un joueur meneur arrière. Il a plus la taille d'un arrière. c'est Donc vrai. faut qu'il et ça va s'il le fait pas, je pense qu'il sera pénalisé parce qu'il est heureusement pour lui, il a son tir et sa défense, mais qui sont pour l'instant pour moi pas élites. Il n'a pas cette capacité supérieure. Pour moi, il ne shooterait pas à 35% à 3 points, il sera à 43. Et la défense, Hugues a fait un point là-dessus où il y a encore des détails à régler. Donc moi j'espère vraiment qu'il va tomber dans le bon contexte, une équipe qui lui fera confiance, où il n'aura pas trop d'attentes non plus pour le laisser se développer à ce niveau-là. Moi, s'il n'y arrive pas, j'ai très peur. Parce que si je le draft 5 ou 10 et que je me retrouve, que je me retrouve avec Cal Korver, ça fait mal. Ce qu'il a en outil pour laisser espérer ça, c'est que le premier pas, s'il n'est pas élite, est assez bon. Il peut varier sa vitesse sur la même main. C'est-à-dire que si par main droite ou par main gauche, il peut accélérer, décélérer sur une main. Il a des bonnes hésitations quand il reçoit le ballon, donc soit pour tirer, puis il fait des feintes de départ gauche pour partir droite, donc il arrive quand même à avoir des espaces. Et puis il a cette science de faire tomber la faute avec très peu de contact. Il sait vraiment, il a une proprioception, il sait vraiment faire tomber des fautes facilement. Le côté plus sceptique, c'est manque de changement de direction, Hmm. manque de changement de main, manque de passing. Alors on lui demande pas d'en faire beaucoup.
et assez peu d'appétence pour aller au panier, et même dans le jeu du flotteur, du runner, assez peu de toucher pour le moment, donc un volume trop faible. Je pense pas qu'on va avoir un joueur qui va devenir créateur secondaire de pick and roll. Je pense que c'est plus un joueur qui va dans les renversements attraper, tirer, feinter, attaquer un close-out, finir. Pour moi, on est sur s'il est dans le premier tiers de beaucoup de gens, c'est parce qu'on est sur une draft où il y a peu de potentiel de création balle en main et qu'on peut avoir un slasher, un scoreur élite, un swing élite. Mais pour le moment, il manque, comme l'a dit Manu, du niveau élite, quoi. C'est un projet en développement avec beaucoup de si et pas beaucoup de promesses. Et du coup, La seule promesse qu'on a, c'est sa défense. Moi, je trouve quand même que s'il y a un truc où tu peux dire, ouais, là, je pense qu'il va pas décevoir, c'est là-dessus. Sa défense 5 contre 1 est juste incroyable, hein, des fois, par séquence. Le tir peut être perfectible, mais la défense, moi, j'achète plus le tir, pour moi, parce que la vitesse, vraiment, il shoot trop vite et ça va, et c'est compact, donc ça, je le projette bien. Et la défense, il a le corps, il a les outils, et faut juste que j'arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'il se fait doubler et qu'il se fait prendre dans les écrans, mais peut-être que c'est juste de l'apprentissage. Et encore une fois, c'est le plus gros volume de scoring d'une équipe compétitive. Donc forcément, il doit laisser des munitions, et en attaque, il court beaucoup dans tous les sens. Donc il peut laisser de la gouache pour pouvoir, dans sa moitié de terrain, être efficace, sachant que sous le panier, il y a des Yves Missy qui sont là pour casser la gueule, donc ça peut lui enlever de la pression sur les épaules aussi, c'est clair. Du coup, pour toi, Hugues, son skill à développer, ce serait quoi aussi? Pareil, on est sur le côté porteur de balle, ou tu vois autre chose? L'attaque de cercle. Moi, même s'il n'initie pas, je veux que ce joueur-là, il attaque le cercle, qu'il soit beaucoup plus agressif et qu'il fasse tomber des fautes, parce qu'il a pour moi, le corps, la longueur de bras et la compréhension de son corps pour ça. Ça me le fait passer dans une autre caste. Totalement d'accord. Et je trouve qu'il y va pas assez souvent. Il est à 25 sur 40 au cercle. C'est ridicule. Là, il prend plus de 3 points en une semaine que de lay-up sur l'année. Et c'est pareil, il va très peu au cercle, mais aussi il dunk quasiment jamais. Il a 4 dunks sur l'année. C'est ce que j'allais dire, ouais. Il y en a 4. Elle est là au bon match, quoi. Je trouve ça un peu un tantinet bizarre. C'est des chiffres à la Mathurin. Franchement, quand on regarde les chiffres, c'est du Mathurin première année Arizona. On est sur les mêmes répartitions et les mêmes interrogations. Peut-être des meilleurs choix de tir, peut-être, quand même. Ah oui, Mathurin avait ce côté beaucoup plus pyromane et où il était le système, entre guillemets. Là où à Baylor, t'as un papa, hein, t'as un des meilleurs coachs du pays, un des mecs les plus respectés. C'est pas le même délire, mais voilà, Mathurin, il prenait 28% de tirs près du panier avec un free throw rate énorme et plus de 50% de ses tirs à 3 points. Donc avec aussi assez peu de création pour lui-même. Donc on est sur des chiffres à peu près similaires. Mais moi, Jacobi, je lui souhaite d'avoir le même orgueil que Bénédicte Mathurin, hein, que ça pourrait être que bénéfique pour lui. Est-ce qu'on a un peu des infos sur quel genre d'homme il est, au niveau de son attitude, sa mentalité? Est-ce que c'est quelqu'un qui, dans le body language en ce moment, notamment, c'est intéressant de le voir. Il est moins bien. Est-ce que ça transparaît dans ça, ou est-ce que non, c'est tout, c'est comme ça va bien finir par rentrer à nouveau? Est-ce qu'on sent de l'agacement chez ce garçon? Moi, je le trouve un petit peu des fois. Où il baisse la tête, il lance les bras. C'est rare, mais il y a des fois. Après, on est à l'écran, donc on voit pas tout, mais Et de l'autre côté, ce qui serait intéressant, c'est de voir son attitude sur le banc quand il est remplacé. Voir comment il est pendant les actions où il est pas là. Là, faut voir. Est-ce qu'il soutient l'équipe? Est-ce que voilà, il encourage? Est-ce que machin? Ou est-ce que il est toujours assis, tête plus ou moins basse, dit pas un mot, et puis on attend qu'on siffle son nom? À côté de lui, t'as un mec qui passe son temps à faire l'avion. Tiens, moi, tu vois, il fait le kangourou ou l'avion H24, donc ça doit motiver un petit peu. Mais de l'autre côté du terrain, enfin, de l'autre côté, quand il réussit quelque chose,
tu vois, c'est un calme. Et dès qu'il réussit un N1 ou pas, d'un coup, il flex et il crie. Donc, je suis assez d'accord avec Manu, c'est que c'est sur un électrocardiogramme, c'est une ligne plate. Puis il y a des vagues, il y a des fulgurances d'un seul coup. Et après, je trouve que c'est un mec, quand ses coéquipiers font quelque chose de bien, il va les encourager. Il est pas en mode, il va toujours relever les gars, il va féliciter, etc. Donc il a assez peu d'ego là-dessus. Il peut accepter de pas être la star de l'équipe. Et heureusement d'ailleurs. Est-ce que finalement, moi quand vous en parlez, ça me conforte un petit peu dans mon idée que j'avais, mais que j'ai l'impression qu'on parle surtout d'un role player en fait, finalement. Et c'est assez étonnant pour quelqu'un qui est projeté aussi haut, parce qu'il est très régulièrement, pardon, dans le top 10 de beaucoup de boards, enfin en tout cas pour l'instant. J'ai du mal à voir le côté supérieur qu'il a par rapport à d'autres en fait. Je sais pas C'est si... une draft de role player, hein. Oui, c'est vrai. Donc, on en parlera sur un autre podcast, mais un Cody Williams a plus ou moins les mêmes points positifs et les mêmes défauts. Un Zachary Rizaché a plus ou moins les mêmes points positifs et les mêmes défauts. Un Robert Dillingham a plus ou moins les mêmes points positifs et les mêmes défauts. Tu peux faire la liste entière si tu veux. Non, mais je crois qu'on a compris l'idée, hein. Donc, Et les mêmes tu défauts. vois, et c'est des joueurs qui ont plus ou moins le même corps, la même, tu vois, construit pareil, tu vois, je veux dire, long, plus ou moins grand, assez fin, enfin épais, mais tu vois, c'est pas Dwight Howard Orlando, tu vois ce que je veux dire? Mm. Et les mêmes défauts. Et ouais, c'est ça, et c'est des profils 3&D, tous les noms que je viens de dire là, hop, excepté Dillingham. Mais tu sens que c'est ça. Donc oui, mais draft de role player. Donc, mais dans une draft normale, je pense qu'il est même pas top 25. Non, t'es dur. Mais pour moi, Top 15, allez. c'est ça. C'est qu'il serait sur plutôt une fin de loterie, comme Hawkins, qui shootait mieux, comme Mathurin, comme ces gars-là. Si je l'avais pendant un bout de temps, avant que Topic passe devant, je l'avais top 2. Et là, il y a Topic qui est là, et puis il y a nos Français qui taquinent. Voilà, ça peut être le complément parfait à une star d'un projet. Tu vois, t'as la Melo Ball, ben, tu pouvais mettre un Jacoby Walter, ça pouvait être un complément parfait. Kate Cunningham, Mm. Jacoby Walter, complément parfait. Donc, si je dois reconstruire, eh ben, en joueur, deuxième joueur d'un jeune projet, je peux prendre Jacoby Walter très haut parce qu'il va me faire tout ce que je vais attendre de ça, quoi. La projection ultra idéale, ce serait une sorte de Klay Thompson dans le profil de gars, tu vois. Mm. Donc, si tu crois qu'il peut aller jusque-là, tu le draftes haut, mais oui, sinon il serait beaucoup plus bas dans une QV plus classique. Et du coup, vous y croyez comment en notre ami Jacoby Walter? Vous croyez vraiment qu'à terme, ça peut être un titulaire ou ça restera un très bon joueur qui sort du banc? Ou un mec avec plusieurs contrats NBA? Et là, en parlant, j'ai un nom qui m'a sauté en tête, où je me dis, en fait, qu'est-ce qu'il a de différent d'un Tyler Hero? Ah, il défend, il peut mieux défendre. Ouais, du coup, il est meilleur. Ils font la même taille. Après, Enfin, s'il a annoncé à 1,96, ils font la même taille. pour moi, Tyler Hero, il crée plus de tirs, mais je vois ce Mais que tu veux dire. mais tu vois, on en revient au même, c'est un joueur qui est fin de loterie normalement. Et le héros, il est 13, je crois, de mémoire, par Ouais, Miami. c'est ça. Donc là, on est dans ce range-là. On va dire 12-20. Tu vois. Sauf que là, c'est. Mais tout, tu vois, on n'est peut-être pas dithyrambique sur le bonhomme, mais il y a beaucoup de choses à aimer quand même. Hein. Parce que si le tir rentre avec le Spacing NBA, on a eu ce même, plus ou moins même, comment dire ça? Questionnement? Interrogation? Ouais, même plus, non, belle surprise sur Mathurin. On se dit, mais jamais ce gars-là, il va pouvoir aller au cercle. En fait, à Indiana, il s'éclate. C'est vrai. Et en fait, on a vu qu'il pouvait aller au cercle de façon régulière. Et voilà, donc, en fait, il retrouve la confiance, de toute façon, c'est juste une question de confiance. Hein. S'il retrouve la confiance, bah, on a un gars qui shoot à 40% à 3 points, voire mieux,
qui est capable de défendre sur, on va être gentil, on va dire 3 postes, qui peut peut-être clasher. Bah, finalement, le fait qu'il puisse pas faire de pick and roll, ça me dérange pas. Ah, je suis d'accord. Et ça peut aussi être le sens inverse. Un mec qui retrouve pas, qui a pas le bon rôle, qui tombe dans une équipe qui pense qu'il doit mieux faire constamment et que il perd ce moral-là, il perd cette envie, ce qu'il fait lui en fait, et qu'on retrouve jamais ce gars-là. C'est possible aussi. Mais il y a quand même beaucoup plus de chances que ça tombe du bon côté que du mauvais. Parce qu'il y a quand même des choses. Pour résumer, le plafond est assez safe, le plancher est assez safe, 3&D, et le plafond, si c'est pas le plus excitant, est atteignable. Donc on va y croire à plusieurs contrats NBA et on jugera pas forcément la position de la draft, mais juste l'efficacité du joueur sur le long terme. Sa seule limite en soi, c'est pas de sa faute, c'est la nature, c'est sa taille. Où tu lui ajoutes 5 cm, bah là, tu as juste un joueur que tout le monde recherche et qui est plus dans la taille de les noms que j'ai cités auparavant, qui sont à plus de 2 mètres tous. Mais encore une fois, on voit un Jordan Hawkins qui fonctionne très très bien en NBA. Oui. Et il est juste moi je le trouve beaucoup plus limité qu'un potentiellement Jacoby Walter. Doucement, attention. Non, mais c'est un autre débat. Parce que allez réveiller. Oui, mais je sais qu'il l'adore et moi aussi. Enfin, sa saison à UConn l'année dernière, elle est juste formidable. Mais c'est un shooter élite mi-distance, 3 points. Et il fait ce qu'il sait faire. Mais je pense que potentiellement, Walter est mieux. Il y a mieux que ça. Peut-être que potentiellement, il peut faire plus de choses aussi, Jacoby. Bon, voilà, c'est ça. Donc, je me dis, si un gars qui fait, entre guillemets, que shooter bien, je me dis qu'en fait, il est capable de le faire. Exact. Donc, je pense que la pièce va tomber du bon côté, mais on n'a peut-être pas été très positif pendant ces 30 minutes. Mais, non, puis en plus de ça, ce qui est vrai, c'est qu'en fait, on fait aussi le pod à un moment où il est vraiment beaucoup moins bon. Donc forcément, on est aussi impacté par ces dernières performances que tu as rappelé, notamment sur le tir extérieur, Manu. Donc forcément, on a du mal à s'emballer, mais il suffirait qu'il y en ait un ou deux qui tombent de plus et tout de suite, ça change complètement la donne. Donc, oui, parce que même en étant mauvais, il a 35%. Oui, voilà. Et on a l'impression qu'il peut pas faire pire, en fait. Donc c'est aussi le côté rassurant dans ça. On va pas condamner non plus tout de suite ce garçon. Parce que c'est vrai que le pote peut faire croire que. Et pour peut-être boucler le truc pour que les gens qui soient dans la projection NBA, ce qu'il faut se regarder, c'est qu'on va pas attendre de lui qui crée du tir dans les équipes de fond de tableau. Ils ont tous leurs créateurs balle en main, que ce soit Detroit, Charlotte, les Blazers, Memphis, etc. Donc c'est un joueur. Moi, j'en ai une qui n'a pas de créateur balle en main. Ouais, c'est Washington. Joue dans le Texas. Ouais. Qui joue en noir, on en parle beaucoup ces derniers mois. Les Spurs, mais tu sens que les Spurs vont. Enfin, les Spurs peuvent être premier choix de draft et Jacoby est quand même moins dans cette discussion-là, ouais. Je pense. Et même s'il n'avait pas de chance et qu'il tombait à Washington, à côté de Bilal Koulibaly, ce serait très bien. Il faudrait juste acheter cher un meneur de jeu. Mais voilà, moi je trouve que le contexte pour lui de QV de draft va faire que peu importe où il va tomber, on va lui donner de l'amour et son rôle sera assez bien défini. Et s'il apporte plus, c'est bingo au bout de 2-3 ans. Et ça va le faire. Il va avoir du temps pour lui. Et c'est tout ce qu'on va espérer pour Jacoby Walters, de pousser avec de l'amour et de l'eau fraîche et des gros billets verts. Et avec tout ça, devenir un vrai joueur NBA. Ainsi va se conclure ce pod sur Jacoby Walter de Baylor. On reparlera peut-être de Baylor dans les Underdogs. Baylor Basketball. Et on a réveillé le fan qui est en lui. Il me reste à vous souhaiter de prendre soin de vous, déjà, parce que c'est super important. Et puis, on se dit évidemment à très vite, parce qu'il y a encore plein de prospects à parler, que ce soit sur les 5 stars ou les underdogs. Vous savez qu'on adore vous faire aussi découvrir des noms un peu plus sombres qui joueront peut-être en Corée ou autres championnats exotiques.
Donc on se dit à très très vite. On vous embrasse. Ciao ciao. Bye bye.